Français. Hein. Les vœux d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'ils m'ont surpris parce que le visuel est plus fort toujours que ce qui se dit, en télévision du moins. En radio, c'est différent. Et quand j'ai vu ce visuel où j'avais l'impression qu'il y avait des serviettes qui séchaient au fond du jardin, ça m'a surpris. Tout de suite, j'ai vu, mais qu'est-ce que c'est que ce... Alors, c'était drapeau, je ne savais même pas quel drapeau était-ce, et qu'on m'a dit après que c'était les drapeaux des Jeux Olympiques, mais l'œil n'était que sur ces drapeaux, et puis ce pauvre arbre déplumé, alors évidemment c'est l'hiver bien sûr, mais on avait peut-être du mal à accrocher sur le fond, au moins au début de l'allocution. Alors les vœux d'Emmanuel Macron, il promet de rétablir l'autorité partout où elle manque. Est-ce que vous y croyez vraiment? On va être avec Jean-Christophe Couvi, qui est secrétaire national unité SGP Police FO, mais peut-être avant on peut écouter un ou deux passages. Emmanuel Macron lors de ses vœux dimanche soir. Même si les premiers changements sont visibles. Je sais que vous voudriez que nous fassions plus et plus vite. Et c'est pour atteindre cet objectif que l'année 2024 doit avant tout être une année de détermination. Agir encore dans l'intérêt de la nation. Nous serons déterminés à agir pour l'école, l'enfance et l'éducation, afin de rétablir le niveau de nos élèves, l'autorité de nos professeurs et la force de notre enseignement laïque et républicain. Après le réarmement économique, le réarmement de l'État et de nos services publics, il nous faudra ainsi engager notre réarmement civique. Autre passage que je voulais vous faire écouter, c'est Luc Ferry, qui était l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin. Rétablir l'autorité partout, dit Emmanuel Macron. Luc Ferry, y croit-il ? Non, j'y crois pas un millième de seconde. Je pense que la loi immigration, dont on a énormément parlé, ne servira à peu près à rien, parce que les deux sujets majeurs, c'est la non-application des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, qui ne sont pas appliquées à 93%, vous le savez. Et le deuxième sujet majeur, c'est le détournement du droit d'asile. Voilà. Et donc, c'est pas une question de loi, c'est une question de courage politique. Et sans doute, beaucoup de gens partagent-ils l'avis de Luc Ferry. Je voudrais vous faire écouter également Sabrina Agresti-Roubache. Elle est secrétaire d'État en charge de la citoyenneté de la ville. Elle était sur BFM. Les Français ont besoin de fermeté, d'autorité, c'est ce qu'ils nous demandent. Vous savez, il suffit juste de se balader, de prendre une heure dans sa journée et aller parler aux gens de la vie de tous les jours. Comme moi je le fais, comme tout le monde le fait, pour comprendre que l'autorité est vraiment le vœu des Français. Donc non, le président de la République ne fait pas des vœux plutôt à droite ou plutôt à gauche. Non, il fait des vœux aux Français, il a raison de s'adresser à eux. Avant d'être en direct, je vous le disais avec Jean-Christophe Couvi, c'est bien d'écouter des voix différentes, des voix politiques, mais pas que. Je vous propose d'écouter Marie-Hélène Toraval, elle est maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère. Vous la connaissez, elle était intervenue évidemment dans l'affaire dramatique de Crépol. Elle était ce matin sur CNews. Écoutons-la. Au regard du nombre de soutiens que j'ai reçus, et quand les gens vous écrivent et vous disent ne lâchez rien, finalement, quelque part, ça interroge. C'est-à-dire que les gens se sentent complètement démunis aussi. Et puis enfin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il a parlé de nuit calme et ses propos parfois ont effectivement heurté le public, parce que c'est vrai que ça aurait pu être pire, comme dit l'autre. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'incidents souvent dans la nuit, je pense à Berlin, dans d'autres capitales, mais je rappelle quand même qu'il y avait 100 000 personnes, 100 000 forces de l'ordre, c'est un tiers des forces de l'ordre qui étaient sur le terrain, donc heureusement qu'avec 100 000 personnes, on arrive quand même à contenir les choses. Écoutez Gérald Darmanin. C'est 10% de véhicules brûlés en moins par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà 20% en moins par rapport à l'année d'avant, donc 745 véhicules brûlés. C'est beaucoup moins de policiers et gendarmes blessés, 40% de policiers et gendarmes blessés en moins. Il y a une quarantaine d'agents blessés très légèrement dans leurs interventions. Donc nous avons évidemment aussi beaucoup d'interpellations, 380 interpellations sur l'ensemble du territoire national, mais c'est aussi 10% d'interpellations en moins par rapport à l'année dernière. Donc c'est une nuit à Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de calme. Jean-Christophe Couvi est donc avec nous. Vous voyez, nuit de la Saint-Sylvestre qu'on peut qualifier de calme. Il est secrétaire national unité SGP Police FO. D'abord, monsieur Couvi, bonne année à vous, et au-delà de vous, bonne année à tous les policiers, parce que vous étiez 100 000 sur le terrain le 31 décembre. Nous étions bien au chaud
dans nos familles ou avec nos amis en train de réveillonner. Et il y a un flic, moi j'aime bien le mot flic, il y a un flic sur 3 qui était sur le terrain pour assurer la sécurité des Français. Eh bien, bonne année à vous, parce que c'est pas facile d'être sur le terrain. Vous partez parfois le matin et je ne veux pas dire que vous ne savez pas si vous allez revenir le soir, mais vos familles vous inquiètent. On a pris conscience ces dernières années de la difficulté de ce métier de policier. Donc c'est bien de le dire en début d'année. Est-ce que vous partagez, Monsieur Couvi, bonjour. Est-ce que vous partagez l'avis de Gérald Darmanin? Est-ce que vous diriez que la nuit a été calme, la nuit du 31 décembre? Alors déjà merci, et moi aussi les meilleurs vœux à tous mes collègues qui justement ne sont pas avec leur famille le soir des réveillons pour permettre aux citoyens de passer de très bons moments et de très beaux moments de joie. Et vous avez raison de le souligner. Partager, écoutez, c'est toujours bien quand il y a une recrudescence, enfin je veux dire une baisse des voitures brûlées. Néanmoins, 745 voitures, c'est toujours trop. C'est toujours trop pour toutes les victimes. Moi, j'ai une pensée aussi pour eux parce que c'est leur outil de travail. C'est souvent d'ailleurs dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'argent. Et en fait, ces personnes-là sont lésées à double titre, en fait, on va dire. Donc, c'est bien de s'améliorer. Je me gargariserai pas et je reste très prudent parce qu'il ne faut pas s'habituer à ça, malheureusement. Est-ce que vous trouvez que pour celui qui brûle des voitures, qui est peut-être en garde à vue à l'instant auquel on parle, est-ce que ça sera toujours intéressant de voir les sanctions judiciaires qui seront prises contre lui? Est-ce que vous trouvez que ces sanctions sont à la hauteur de ce que ces délinquants peuvent produire? Alors, il faut analyser effectivement les chiffres, et je trouve qu'il y a un manque de transparence, et on voit bien que d'un côté il y a la publicité du ministre de la Justice qui dit qu'on n'a jamais été autant sanctionné entre guillemets, les prisons sont pleines, mais en fait il faut un peu, j'allais dire, apporter une nuance. Si les prisons sont pleines, déjà il y a un quart effectivement de prisonniers qui ne sont pas français. Donc on a quand même des étrangers, là je cible pas une nation plutôt qu'une autre, on a quand même un prisonnier sur 4 qui n'est pas français. Et après, j'allais dire, quand on arrive en prison, c'est le bout de la chaîne judiciaire. C'est-à-dire que si on avait peut-être été en prison un peu plus avant, avec des petites courtes peines, eh bien, effectivement, on ne saturerait pas les prisons. Or, aujourd'hui, on attend d'avoir 30, 40 faits à son encontre pour être condamné à de la prison ferme. Et donc, forcément, quand on attend aussi longtemps et quand on est condamné à de la prison ferme, c'est des prisons, souvent faire des sanctions de longue peine. Et donc, c'est pour ça que ça sature aussi les prisons. Donc, il faut être actif beaucoup plus tôt. Et ça, c'est la justice qui doit avoir aussi plus de moyens pour réagir et, j'allais dire, rétablir la confiance, notamment avec la chaîne judiciaire. Et on voit bien que ça fait 20 ans qu'on a une politique pénale qui est désastreuse, et on voit bien aujourd'hui qu'on en paye le prix. Désastreuse, dites-vous? Oui, désastreuse, oui, parce que je pense que l'autorité, puisqu'on parle de ça, elle est légitime que si elle est reconnue. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une partie de la population française qui ne reconnaît pas du tout cette autorité. Pourtant, elle a été... on a l'impression d'ailleurs de regarder les refus d'obtempérer. En fait, il y a une partie de la population qui ne veut pas se soumettre à la loi, qui est légitimement adoptée. Voilà, donc aujourd'hui, on est presque obligé de négocier avec chacun, c'est le moi contre le nous. Je reste dans ma bulle, je fais ce que je veux, et de toute façon, l'autorité, je ne la reconnais pas, et donc je me replie sur moi quelque part. Et regardez aujourd'hui nos parents, aussi les parents, c'est la première fois que les parents, ils ont une génération où justement les réseaux sociaux ont pris le dessus. Ils se battent tous les jours, c'est des conflits avec les jeunes, pour se battre justement contre TikTok, Snapchat, etc. Ah oui, mais c'est aussi c'est aux parents de faire le travail. Géraldine, qui a On fait le travail, mais... Pendant 10 jours, 2 jours, vous avez eu avec vous... ma fille, tout à fait. Exactement. Et là, vous n'étiez pas au travail pendant cette période-là, donc vous avez pu voir comment elle évolue. Comment elle évolue. C'est une addiction, les réseaux sociaux, bien sûr, mais c'est aux parents de leur faire du sport. Monsieur Couvi, on le sait bien, un enfant, le sport, c'est formidable. Voilà. Le sport, c'est l'énergie, c'est la compétition, c'est une manière d'entrer dans la vie en collectivité. Donc, moi, je suis un adepte forcené de faire du sport aux jeunes gens. C'est important. Oui, moi je suis rugbyman, donc je ne vais pas vous dire le contraire, et je sais que ma fille fait du foot. Alors, vous voyez, même les filles... oui, mais elle a quel âge, votre fille? Il y a ma fille, elle a 12 ans. Voilà, quand elle est sur un terrain et quand elle s'entraîne, elle n'est pas sur TikTok. Et je peux vous dire que moi, je vois tous les bénévoles du football dans un petit village. Je peux vous dire qu'ils font un travail formidable parce qu'ils sont beaucoup d'enfants qui sont justement livrés à eux-mêmes, qui sont oisifs.
Et les clubs de sport, ça fédère autour justement et ça donne des lignes de vie. Et ça, c'est hyper important, c'est très important que les enfants soient encadrés. Et c'est ce qui leur manque aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, les enfants, ils s'élèvent tout seuls avec des TikTok et compagnie, où il n'y a pas de filtre, où on la ramène, on a l'impression que tout ce qui sort du téléphone, c'est la vérité, il n'y a pas de contradiction. Et je peux vous dire que les parents, ils dégustent, parce que les parents, tous les jours, c'est une lutte quotidienne pour justement, essayer d'enlever ces téléphones des enfants. C'est terrible. Moi, je les vois autour de moi et ça touche toutes les couches sociales. Je suis d'accord. C'est une calamité. Merci vraiment, en tout cas, Monsieur Couvi. Vraiment, merci d'être intervenu. Je rappelle que vous êtes secrétaire national unité SGP Police FO. Bonne année vraiment à tous les policiers de France qui nous écoutent. Ceux qui ont travaillé, par exemple, le 31 décembre, aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Le premier, ils ne travaillent pas le lendemain. Alors normalement, ils ne travaillent pas le lendemain, mais après, vous savez, on est à flux tendu et on va avoir 2024, ça va être l'année de tous les dangers. Et je peux vous dire que les JO, malgré la communication positive de notre ministère, je peux vous dire que ça crée beaucoup d'inquiétudes. Alors ça, c'est encore autre chose, mais forcément. On ne soit pas forcément tous au rendez-vous si ça continue. Bon, merci en tout cas et bonne année à vous. Et à 11h58, nous allons marquer une pause. Émilie Dez, avec sa jolie voix éraillée, va nous retrouver. Et voilà, à tout de suite. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21 de 11h à 13h. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Émilie Dez pour le rappel des titres. Bonjour à tous. 5 personnes sont portées disparues au Japon après une possible collision aérienne à l'aéroport de Tokyo Haneda. Un avion de la Japan Airlines a pris feu après une violente explosion. Les 367 passagers ont été évacués selon la télévision publique. Certains médias évoquent une possible collision avec un autre appareil. Notre avion est impliqué, assure à l'AFP un responsable des gardes-côtes. Tokyo Haneda est l'un des 2 aéroports internationaux de la capitale japonaise et l'un des plus fréquentés au monde. Le Japon également touché par un puissant séisme. Au moins 48 personnes ont été tuées, de nombreux autres blessés. Les secours sont toujours à la recherche de survivants. Le séisme a causé d'immenses dégâts matériels. Plus de 32 000 foyers restent privés d'électricité et de nombreuses agglomérations n'ont plus accès à l'eau potable. L'Ukraine réclame l'accélération des livraisons d'armes occidentales après une nouvelle attaque russe. Au moins 10 puissantes explosions ont retenti à Kiev, attaque de missiles aussi à Kharkiv à l'est. Au moins 4 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées selon les autorités. L'armée demande aux habitants de rester aux abris. 250 000 foyers sont privés d'électricité à Kiev et dans sa région. Volodymyr Zelensky dénonce une campagne de terreur russe. Vladimir Poutine a promis hier d'intensifier les frappes en Ukraine après le bombardement de la ville russe de Belgorod. En France, 12 membres de l'ultra-gauche ont été arrêtés après un projet d'attaque contre le centre de rétention administrative de Vincennes. Selon les informations d'Europe 1, la personne à l'origine du projet est fichée S. Tous ont été arrêtés le soir du 31 à proximité d'une fourgonnette qui contenait du matériel pour confectionner des cocktails Molotov. Ils sont actuellement en garde à vue. Le désarroi des habitants du Nord et du Pas-de-Calais, de nouveau en alerte orange aux crues, des inondations qui se répètent depuis novembre. On attend jusqu'à 40 mm de pluie. Vigilance orange aussi dans 8 autres départements de l'Ouest aux pluies et inondations. C'est une information qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité. Selon le baromètre Meilleurs Agents, le prix du mètre carré devrait baisser de 4% cette année. Une bonne nouvelle pour les acheteurs. À Paris, le prix du mètre carré repasse sous la barre symbolique des 10 000 €. Retour réussi pour Rafael Nadal. Après 1 an de blessure, l'Espagnol a expédié l'Autrichien Dominic Thiem au premier tour du tournoi de Brisbane. Victoire en 2-7, 7-5, 6-1. Et puis après 3 années marquées par le Covid, le cinéma français reprend des couleurs avec 181 millions d'entrées l'année dernière, soit une hausse de fréquentation de 18,9% par rapport à l'année précédente. Le top 5 des films fait la part belle aux blockbusters américains, mais 2 productions françaises ont dépassé les 4 millions d'entrées. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu et Alibi.com 2. Alibi.com 2, c'est très rigolo. C'est vraiment très grand public. C'est un film à voir en famille, avec des jeunes ou des ados, des enfants. C'est vraiment très rigolo. Astérix, je ne l'ai pas vu. J'ai vu aucun des 2. Merci. La voix, le miel. Vous avez pensé au miel? J'en prends. Je prends tout ce que je peux prendre. Barry White.
Émilie Dez nous est revenue en ce 2 janvier avec la voix de Barry White. Mais ça devrait aller Jusqu'à 17h, ça va. Ouais, on va faire comme on peut. Oui. 12h03, nous parlons d'Emmanuel Macron. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et avec vos réactions de 11h à 13h sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. Et si vous nous rejoignez sur Europe 1, soyez les bienvenus pour cette deuxième heure. On va parler d'Emmanuel Macron, nous parlerons également de la folie des tribunes sur Depardieu. Si vous voulez faire parler de vous, si vous êtes un artiste pas trop connu, ou si vous êtes une personnalité oubliée, vous faites une tribune sur Depardieu. Et comme ça marche à tous les coups. C'est une manière de se faire un peu de pub. Vous dites du mal de Depardieu, ça marche à tous les coups. Nous sommes avec qui? Christian? Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour à tout le monde, Pascal, et meilleurs vœux à tous. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Christian? Moi, j'attends ma retraite, donc voilà, qu'elle soit bonne. Quel âge vous avez, Christian? Je vais faire 62 ans au mois de mai. 62 ans, vous êtes commercial, vous habitez Narbonne, je reconnais votre voix, vous nous appelez régulièrement. Ça fait combien de temps que vous travaillez, Christian? 45. 45 ans? Eh ouais, depuis l'âge de 17 ans. Et Macron, il a trouvé le moyen de me prolonger d'un trimestre. Oui, remarquez, quand on a travaillé 45 ans, on peut travailler un trimestre en plus, ça va pas... Ouais, mais bon, à un moment donné, il faut laisser la place aux autres. Hein. C'est bon, quand 45 ans, je crois que j'ai fait ma part. Mais vous êtes commercial, vous avez toujours été commercial? Non, j'ai été militaire de carrière pendant 11 ans, et après, je suis rentré dans le domaine du commerce. Alors, quand on est militaire de carrière pendant 11 ans, on a déjà une première retraite, peut-être? Absolument pas. Il faut avoir fait 15 ans et 6 mois. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté 15 ans et 6 mois? Alors pourquoi vous êtes parti au bout de 11 ans? Je crois qu'il valait mieux. Pour vous ou pour l'armée française? J'ai tout simplement pété un plomb et puis j'ai mis sur la gueule à mon commandant d'unité et puis voilà. Oui, ça c'est effectivement j'ai préféré démissionner. Oui, ça c'est pas démissionner. Ça c'est pas ce qu'il faut faire. Et vous êtes commercial dans quel domaine aujourd'hui? Dans tout ce qui est chimiotechnique. Produits chimiotechniques. Est-ce que vous avez calculé votre retraite? Sans doute, puisque là elle est imminente la retraite. Elle est quand? Elle sera en 2024? Elle sera le 1er avril. Oh bon, attendez, alors vous nous appellerez là le jour de la retraite, j'espère. Faut fêter ça. Ah ben, bon. J'espère. Donc là, Europe 1 me fera peut-être un cadeau. Europe 1 peut vous faire un cadeau, effectivement, parce que, alors je vais vous dire, vous faites quelle taille en chemise? J'ai une idée. Je fais du L. C'est la même taille, parce que Monsieur Boubouk, il est très généreux. Et il a reçu 2 chemises, donc c'est comme il a besoin que d'une. La bleu marine, il l'a pas encore portée. Ouais, mais moi je fais du S. Vous ne passerez pas, Christian, si je peux me permettre. Je vais être un petit peu serré. Non, un petit peu serré là. Il y a vos chemises, Pascal. Ah bah si vous voulez, moi. Je prends le ciel de Pascal. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement, comme nous avions on a déjà fait une chemise. Vous êtes fournisseur maintenant. Je suis fournisseur en chemise. Bon, j'imagine que là tous les calculs sont faits pour la retraite. Vous savez précisément combien vous allez toucher de retraite. Oui, tout à fait. J'ai été cadre commercial de toute ma carrière, donc j'aurai une retraite, je dirais, assez bonne. Voilà. Donc une retraite assez bonne, c'est entre 2 et 3 000 euros? Je vais être sur une base de 2004. 2004 net ou brut? Net. Ah ouais, c'est pas mal. Donc 2400 euros net, c'est pas mal. Bon, et quand vous avez 62 ans, donc j'imagine que la maison est payée peut-être à 62 ans? Tout est payé, maison, voiture, on n'a pas de... À part, je veux dire, les factures d'électricité, de gaz, d'eau, voilà quoi. Et donc ça sera de l'argent... On a quand même les 3 enfants. On a quand même les 3 enfants et puis il faut les aider un petit peu. Ah oui, ça faut les aider. Par exemple à Noël, quel âge ils ont les enfants? Alors 17 ans, 21 ans et 23 ans. La difficulté, c'est quand on a un enfant étudiant qu'il faut accompagner s'il n'est même pas dans la même ville que vous, et que là, ça coûte au minimum 500, 700, 1000 euros. Hein. Tout à fait. Donc je sais pas, ceux qui ont 21 et 23, ils sont où? Ils ont quitté le nid. Ils font leur vie, ils travaillent, et donc ça, c'est bien. Pour eux, tout va bien. Voilà. Donc ça c'est bien. Et celui donc il en reste un qui a 17 ans. Voilà, 17 ans, il passe le bac cette année, et puis après, on verra ce qu'il va faire. Bon, donc, vous nous avez... Voilà. Alors je parle évidemment, comme toujours, je fais plein de digressions, mais en fait vous nous avez appelé pour Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous avez été intéressé, satisfait de ce qu'il a dit? Vachement. Non, ce que j'apprécie chez lui, c'est son autosatisfaction.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très très content de lui. Il n'en a rien à faire des Français, de la situation dans laquelle il les a mis. Et donc voilà, donc il fait de l'autosatisfaction, il passe des lois, je veux dire, sous forme de 49.3, comme ça au moins il n'est pas embêté. Et puis il met tout le monde dans la merde. Voilà. Donc il fait des choses, je veux dire, contre l'avis des citoyens. Et donc voilà, quoi, il passe les lois en force et il en a rien à faire. Donc, moi je suis souvent très critique sur Emmanuel Macron, mais quand vous dites il a mis le pays, est-ce que vous lui donnez quand même quitus, acte qu'il n'est pas le seul et que depuis des années, des choses se sont mises en place, un certain climat, notamment sur l'autorité, sur le travail également. Sur le travail, il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup d'autres choses à revoir, notamment même sur le plan de la justice. D'accord. Beaucoup de choses qui ont été laissées, je veux dire, à l'abandon par les précédents, vous avez raison, mais lui, il n'a rien fait pour redresser la barre. Oui, redresser la barre, par exemple, vous dites que vous n'étiez pas d'accord avec les retraites, mais peut-être faut-il remettre la France à plus travailler, parce que non, faut arrêter un peu les conneries, et arrêter de dire que les Français sont des feignants, d'accord. Les Français sont des travailleurs, les Français sont productifs, c'est même peut-être ils font partie des plus productifs en Europe, donc faut arrêter de dire un petit peu des conneries. Et moi, ce qui m'agace surtout, c'est quand on fait la comparaison avec les autres pays d'Europe, d'accord. Donc ça c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple simple. Si on prend par exemple, on fait la politique sur le tabac, on augmente le tabac. Je suis fumeur, d'accord. Donc je vous parle de ça et j'habite très très près de l'Espagne. Quand je regarde le prix du paquet de cigarettes que j'achète en France, donc je le paye un peu plus de 15 € en France. En Espagne, je le paye 6,50 € le même paquet de cigarettes, d'accord. 6,50 €. Et je suis désolé, quand on me dit que c'est pour lutter contre le tabagisme, que ce soit en Espagne, que ce soit en Suisse, que ce soit au Luxembourg, que ce soit en Andorre, que ce soit en Belgique, les gens ne meurent pas plus du cancer du fumeur qu'en France. Donc ça, c'est la fausse excuse, et c'est de l'enfumage, c'est le cas de le dire, c'est la poudre aux yeux qu'on balance aux gens. Donc pour l'alcool, pour tous les problèmes, pour tous ces trucs-là, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même situation. D'accord. Donc quand il s'agit d'augmenter les retraites, on prend l'exemple, je veux dire, de tous les pays européens. Oui, mais ils sont à 65 ans, 67 ans, etc. Par contre, quand on regarde le prix du tabac ou le prix des produits de consommation, je veux dire, des Français, eh bien là, on ne compare pas nos tarifs avec les pays européens. Et ça, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Voilà ce que je reproche, je veux dire, à nos gouvernants. J'entends bien, mais bon, c'est un exemple très précis, très pointu, et on peut, pourquoi pas, effectivement... Et qui est vérifiable. Mais vous rejoindre. Après, vous pouvez pas, me semble-t-il, balayer d'un trait comme ça, lorsque j'ai dit il faut la remettre, la France au travail, peut-être qu'il faut que nous travaillions plus. Alors, peut-être pas tout le monde. Durant la retraite, on l'avait dit, ceux qui font des métiers pénibles peuvent peut-être partir plus tôt, bien sûr, mais ceux qui font un métier qui est moins pénible, et je pense à l'administration parfois, tu peux peut-être prolonger pour de quelques mois ou de quelques années. C'est vrai qu'en Italie, en Allemagne, les gens travaillent plus que nous. En tout cas, ils prennent leur retraite plus tard. Parce que les chiffres, c'est très compliqué de dire qu'ils travaillent le plus, et on a parfois des chiffres contradictoires. Si on veut lutter contre le chômage, d'accord, donnons la possibilité à nos jeunes déjà d'étudier correctement et puis de pouvoir obtenir les diplômes qu'il faut pour pouvoir nous remplacer, nous, les anciens, sur le terrain. D'accord. Donc ça, c'est une première des choses. Et à partir de là, on s'approchera plus facilement du plein emploi, comme ils appellent. D'accord. Donc ça, c'est une première des choses. Donc laissons les gens partir à la retraite à un âge où on va pouvoir profiter de la retraite tant qu'on est en bonne santé. D'accord. Parce que j'en connais beaucoup qui, à l'âge de 60, 65 ans, tombent malades, malheureusement, et souvent ne s'en remettent pas. Donc laissons à ces gens-là profiter de peu de temps qu'il leur reste, et donnons la possibilité aux jeunes d'avoir leur premier emploi. Voilà, tout simplement. Donc après, à partir de là, à partir du moment où on va donner à ces jeunes la possibilité de nous remplacer, non seulement on va lutter contre le chômage, mais on va également avoir des cotisants qui vont permettre de pouvoir payer la retraite des anciens. Bon, donc Christian, c'est aussi simple que ça.
Christian, en tout cas, Christian nous appelait, vous êtes sur Europe 1, il est 12h13, et Christian sera en retraite le 1er avril, il a 62 ans, ça fait 45 ans qu'il bosse, et il aura 2400 € net de retraite, ce qui est intéressant, évidemment, lorsqu'on a déjà payé sa maison et payé beaucoup de choses. Je vous remercie grandement, Christian, et puis ce serait bien que vous nous appeliez au moment de la retraite, parce que vous n'avez pas peur du grand vide, de passer d'une activité XXL à quelque chose de plus lent, forcément. Oui, mais quand on a plein de projets, c'est pas un souci. Qu'est-ce que vous avez Donc, comme projet, par exemple? Vous faites du sport, peut-être? Non, je vais faire du bénévolat, notamment auprès de la SPA. Je vais faire également, ici, on a des soucis d'incendie, donc je vais faire de la vigie incendie, en bénévolat aussi. Et puis après, j'ai pas mal de bricolage à faire à la maison. Et puis après, aussi m'occuper peut-être d'aller faire 2-3 bricoles chez les enfants. Et votre amoureuse ou votre femme ou votre... Elle a 10 ans de moins que moi, donc il va falloir qu'elle travaille plus longtemps encore. Et elle est contente de vous avoir à la maison tout le temps ou elle... Parce que parfois, quand on est en retraite comme ça, il y a une petite inquiétude. Comment va-t-il être? Est-ce qu'il va pouvoir s'acclimater à ce nouveau rythme? Voilà, tout à fait, l'inquiétude s'installe, mais bon, elle voit que je me lance dans des projets, donc ça la rassure un peu. Et voilà. Elle va bosser pendant que vous serez à la maison. Voilà, tout à fait. C'est ça, le bonhomme au bistrot et la femme au boulot. Ça va très bien. Ça va être là. Elle fait quoi, votre épouse? Elle est secrétaire de mairie. Ah oui, donc effectivement, c'est un job où il y a pas mal de choses à faire, pour le coup. Ah ben, c'est la secrétaire du maire de la commune, donc forcément, c'est... elle est prise. Elle a beaucoup de travail. Bon, bah écoutez, merci, bonne année à vous deux. Et puis bonne année à... Les 3 enfants, c'est les 3 enfants que vous avez eus ensemble? Oui, tout à fait, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Ben non, mais bon, je pose plein de questions indiscrètes, hein, j'oserais même pas les poser dans la vraie vie, mais c'est vrai que c'est sympa de traverser la vie avec la même femme et d'avoir 3 enfants et de les accompagner comme ça. Je trouve que c'est des choses qui peuvent rendre heureux. Absolument, mais on l'est. Tout à fait. Eh ben merci vraiment, voilà. Merci Christian. Bon, j'attends la chemise, Pascal. Hein. Ah ben alors là, tombez la chemise. Au mois d'avril. Tombez la chemise, tombez évidemment la chemise. Alors, vous la voulez tout de suite la chemise ou vous la voulez le 1er avril? Ah, quand vous voulez. Ah bah écoutez, c'est à vous de voir. Bon mais alors, elle n'est pas forcément neuve. Hein, si vous allez donner. Attendez. Non, vous allez donner une neuve, hein. Non mais attendez quand même. C'est pas le bon coin ici. Mais oh. Non mais alors, c'est taille L. Oui. Bon bah je m'engage à donner une chemise. Vous allez vider mon. Tomber la chemise, tomber la. Non mais si tous les auditeurs me demandent une chemise, je vais terminer en slip. Ah oui. Vraiment, quoi, oui. Non mais c'est Fabrice. Mais c'est Fabrice. Écoutez, je vous en prie. Complètement en train de dérailler. Oui. Bon, qu'est-ce que vous avez fait le 31 décembre, Fabrice? Merci Christian, on vous embrasse. Merci Christian. Qu'est-ce que vous avez fait, Fabrice, le 31? Eh bien, j'ai réveillonné avec des voisins et des voisines. Déjà, vous entendez bien avec vos voisins, ce qui est une bonne chose. Oui, ça c'est une bonne chose. Et vous étiez combien autour de la table? J'étais une petite dizaine. Bon, c'était chez vous? Oui, c'était chez moi. Je préparais la cuisine. Mais on n'était pas invités, nous? Non. Vous n'êtes pas voisins du tout. Vous n'êtes pas voisins? Non, mais après, vous pouvez venir en dehors des fêtes convenues. Et vous, monsieur Guénec? Quelle est la question? Non mais j'ai pas compris. Vous avez fait quoi le 31? Parce que j'ai vu une photo où vous êtes avec plein de gens autour de vous. Oui, j'ai fait venir tous mes amis, oui. Il y a eu des répercussions, mais bon. C'est-à-dire Bah non, mais on a mis trop fort le son, oui. Oui, quelques plaintes. C'est pas vrai. On a installé une enceinte surpuissante qui a fait trembler tout le oui. Mais le quartier. Mais là, vous étiez en Savoie. Oui, c'est ça, oui. Vous étiez chez votre mère. Exactement. Et elle habite dans une maison ou dans un appartement? Un grand appartement, et donc du coup, j'ai déplacé tous les meubles et j'ai fait venir tout le monde. Et vous aviez prévenu les voisins? Alors oui, mais ils m'ont pas répondu. J'ai été toqué, ils m'ont pas répondu. Vous avez dit, moi, Olivier Guénec, star d'Europe 1. Non, arrêtez, n'importe quoi. Vous me foutez l'appel 31 et je vais foutre le boxon. Non, arrêtez. Et s'il y a un problème, croyez-moi, j'appelle, j'ai le bras long. Mais non, mais ça a toqué pendant la nuit, donc j'imagine qu'ils ont été dérangés. Mais bon, arrêtez. C'est le 31, quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais si pas une raison non plus pour... Si jusqu'à 6h du matin, il y a quelqu'un qui fait le ramdam. C'est le 31. Si on était voisins, vous seriez venu me dire de stopper la musique. Ah bah non seulement ça, mais j'aurais coupé l'électricité chez vous. Je serais venu avec une tenaille. Je serais venu tout couper. Croyez-moi. Alors, c'est un cadeau du ciel. Il y a un
un individu auquel je pense, un être vivant en tout cas. Noir et blanc. Non, oui, noir et blanc, oui. Oui, voilà. Oui. Et il a passé, je le sais, son dernier 31 dans la cage. Le dernier bambou a été mangé. Donc le panda, mesdames, messieurs, dont on vous parle très souvent. Oui. Le panda. Qui était là le 22 décembre. Qui était là le 22 décembre, mais qui a été obligé de retourner. Ah bah, Bovan nous a dit, on vous le donne, vous nous le rendez après. Oui. Et le panda a eu, comment dire, plus de bambou que d'habitude. Ah, c'est bien ça, on est content pour lui. Il était quand même très content et il va revenir. Ah, on a hâte. Qu'est-ce qu'on a hâte? Bon, la bonne année, ça peut nous accompagner en revanche toute la semaine. Je trouve que j'adore cette chanson de Mireille Mathieu qui est dans le film éponyme, La bonne année de Claude Lelouch. On n'a pas mis Jessie Garonne, bah oui, mais on est mardi. Mince, oui. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on l'a pas oui, mis. non, j'étais en train de... Mais il le dit dans la chanson, c'est mardi. C'est la chanson du film éponyme. Éponyme. De Claude Lelouch, comme vous le savez. Oui, je le sais, évidemment. J'espère que je saurai plus de choses cette année quand même. Hein. Le film éponyme. Oui, évidemment. Ça va, on a compris. Oui. Il est 12h19. Et Allez, oui. une pause.